Bonjour à tous. Je vais commencer donc, merci pour l'invitation déjà, et je vais commencer par vous présenter donc les résultats régionaux. Donc vous pouvez voir que 87 décisions ont été prises sur les 105 démarches qui appartiennent à la région Bourgogne-Franche-Comté. Le camembert est quasiment semblable, en tout cas les résultats de la certification pour la région Bourgogne-Franche-Comté sont assez ressemblants au national. On peut voir que 85% des établissements sont certifiés ou sont certifiés haute qualité et vous avez 15% d'établissements qui sont soit certifiés sous condition, soit non certifiés. Au niveau des résultats par objectif, donc on peut voir que la ligne vert foncé correspond évidemment aux établissements qui sont certifiés haute qualité, vert clair aux établissements qui sont certifiés. La ligne orange correspond aux certifiés sous condition et la ligne rouge aux établissements qui sont non certifiés. Donc si on regarde plutôt les établissements qui ont des décisions péjoratives, on peut voir que les deux objectifs qui s'éloignent le plus des attendus sont deux objectifs sur la démarche qualité, donc le 2.4 sur l'évaluation des pratiques par les équipes et le 3.7 sur la dynamique de développement de la qualité. Également sur les critères impératifs, donc même mode de fonctionnement par rapport aux couleurs, on peut voir également que sur les résultats les plus péjoratifs, ceux qui s'éloignent des attendus sont la maîtrise de la gestion de l'urgence vitale, la maîtrise des situations sanitaires exceptionnelles, la lutte contre la maltraitance et également des critères impératifs sur la démarche qualité avec l'amélioration des pratiques sur les analyses des événements indésirables associés aux soins. Les résultats qui s'écartent le plus pour la région de Bourgogne-Franche-Comté au niveau des critères génériques sont pour des critères sur la démarche qualité, donc le 2401 sur l'amélioration des pratiques qui se fondent sur l'analyse des résultats cliniques, ainsi que le 2405 sur les équipes des secteurs de soins critiques qui améliorent leurs pratiques, notamment sur les modalités de prise en charge de leurs patients. Vous en avez 3 sur les droits, le respect des droits des patients, donc sur l'information des représentants des usagers et des aides qu'ils peuvent leur apporter, sur les patients sont invités à donner leur satisfaction et leur expérience patient, et les informations claires et adaptées qui peuvent être transmises au moment de la prise en charge. Vous en avez un également qui impacte les risques numériques, donc l'identification des utilisateurs qui permet la sécurisation dans le système d'information. Tous ces résultats, évidemment, vous pouvez les retrouver sur le site de Caliscope, avec tout un tas d'informations, notamment pour faire le choix de votre établissement de santé. Au niveau du 6e cycle, donc, on a 3 ambitions sur le 6e cycle. Renforcer les exigences sur les enjeux clés, s'adapter aux priorités de santé publique, donc notamment santé mentale, sur les maternités, et puis faire du patient un véritable partenaire, donc que ce soit en mode individuel auprès des professionnels de santé ou que ce soit à l'échelon collectif auprès de la structure d'établissement. Évidemment, le sixième référentiel qui a été ajusté suite aux concertations qui ont été réalisées avec une présentation en webinaire en janvier 2025. On a redéfini des objectifs
On a mis à jour certains nouveaux critères, ce qui permet également une meilleure prise en compte de l'expérience patient. Et on a fait évoluer certaines évaluations, notamment dans des secteurs un petit peu plus poussés, comme la psychiatrie, les soins critiques, les urgences et bien d'autres. Donc ce référentiel, il est évidemment applicable à toutes les visites qui se dérouleront à partir de septembre 2025. Donc pour faciliter l'appropriation et la lisibilité du référentiel, on a rassemblé certaines thématiques, notamment la checklist, le risque infectieux. On a diminué de 11% le nombre de critères et on a pour certains limité par contre les changements sur les éléments d'évaluation, notamment sur 55% des éléments d'évaluation qui restent identiques, et on a changé certains sur la forme et certains sur le fond. Pour permettre une amélioration du calcul des scores, on a réajusté le référentiel donc en 3 chapitres avec un ajustement au niveau des objectifs pour qu'ils soient identiques dans chaque chapitre. Donc vous retrouvez 4 objectifs par chapitre, ce qui permet un meilleur équilibre également des critères génériques par objectif et un nombre plancher et plafond d'éléments d'évaluation par critère. Au niveau de la structuration du référentiel, donc on a conservé les 4 enjeux de la CQSS, on a conservé la structuration du référentiel chapitre, objectifs, critères, éléments d'évaluation. On a conservé les 5 méthodes d'évaluation, le patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé, audit système et les observations. On a conservé également l'organisation des visites et les 4 niveaux de décision ainsi que les déclinations visuelles. Par contre, ce qu'on a changé, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de critères impératifs. Donc on est passé de 17 critères impératifs à 21 critères impératifs, avec certains qui sont restés et d'autres qui sont arrivés. On a fait également évoluer certaines méthodes d'évaluation, notamment sur le parcours traceur, où les experts visiteurs peuvent échanger avec les patients tout au long du parcours, dans les différents secteurs qui vont être investigués. On a également mis 4 nouveaux traceurs ciblés, donc le secteur interventionnel, l'électroconvulsivothérapie, la restriction de liberté, qui est applicable à l'ensemble des établissements, et spécifiquement l'isolement en psychiatrie. Et au niveau de l'audit système, on a ajouté une rencontre avec l'encadrement médical et paramédical. On a fait également élargir le champ de compétences des médecins patients traceurs, donc qui sont maintenant mobilisables bien évidemment toujours sur les patients traceurs, mais également sur les parcours traceurs. Et on a supprimé les audits de nuit systématiques. Par contre, les professionnels de nuit sont invités à participer aux audits de rencontres professionnelles sur les autres plages de visite qui sont prévues en visite. Au niveau des fiches anomalies, donc pour essayer d'avoir plus de transparence et plus de lisibilité pour les établissements et la commission, on a modifié le fonctionnement, c'est-à-dire que tout élément d'évaluation qui sera notifié non déclenchera l'ouverture d'une fiche anomalie. Par contre, cette fiche anomalie pourra concentrer plusieurs anomalies qui seront rencontrées tout au long de la visite. Ce qui permettra une analyse un petit peu plus globale pour le coordonnateur et ce qui nous permettra évidemment de le partager avec la commission de certification. Merci beaucoup. Merci Leslie. Et effectivement, donc, ce qui continue d'évoluer dans ce référentiel, dans les nouveaux critères et la manière dont ils prennent plus de place dans le référentiel. Un sujet autour de l'engagement des usagers et des partenariats, c'est ce que j'expliquais en introduction, et c'est
aussi une bonne partie du thème de la journée, de faire du patient un véritable partenaire de sa prise en charge et donc de l'équipe de soins qui prend en charge le patient, mais aussi comment il peut participer à différentes échelles à l'amélioration du système de santé. Un thème aussi qui est porté dans ce référentiel, c'est-à-dire la coopération territoriale et l'inscription de l'établissement dans son territoire. Je vais prendre un exemple sur un nouveau critère impératif qui porte sur les transferts évitables des personnes âgées aux urgences, qui concerne évidemment les établissements qui ont des urgences pour qu'ils orientent directement les patients, les patients âgés dans les services de soins et éviter que certains attendent pendant des heures sur des brancards, mais également les patients, les établissements qui n'ont pas de services d'urgence, mais qui accueillent des personnes âgées et qui ont vocation à travailler avec des établissements de recours pour éviter les transferts quand c'est évidemment possible et que le transfert vers les urgences ne soit pas le premier réflexe dès lors qu'on a des personnes âgées. Et pour ce faire, il y a dans ce référentiel désormais des critères relatifs à la télésanté, là où dans le 5e cycle, le recours à la télémédecine, téléexpertise était optionnel. Je crois que l'élément d'évaluation était écrit la télésanté, virgule, si elle existe, virgule. Le si elle existe a été retiré au profit d'une volonté de faire levier pour que télémédecine, téléexpertise, télésoins et télé tout ce qu'on veut puissent être utilisés dans les établissements. Un thème aussi sur la maîtrise des ressources professionnelles et des compétences. L'idée n'est évidemment pas que les experts visiteurs aillent compter le nombre de professionnels présents dans les services, ce n'est pas le sens, d'autant que dans la grande majorité des services, il n'y a pas de réglementation ou de recommandation de bonne pratique sur des ratios, il n'y en a pas encore, peut-être ça viendra un jour, de ratios sur le nombre de professionnels pour prendre en charge tant de nombre de séjours, ou tant de nombre de lits, ou tant de patients, enfin, tout ça n'est pas très clair, mais ce que vont évaluer les experts visiteurs, c'est que le nombre de professionnels présents permet de respecter les bonnes pratiques et la réglementation. Donc ce n'est pas un nombre de professionnels par rapport à une reco qui n'existe bien souvent pas ou à la réglementation, mais c'est de se dire est-ce qu'on a suffisamment de monde pour respecter les bonnes pratiques et la réglementation, notamment, je pense à la continuité des soins dans certains secteurs, la nuit, les astreintes, les gardes, qu'elles soient médicales ou les présences paramédicales. Le sujet des consultations qui a également été intégré dans le référentiel. Le sujet, c'est l'ensemble du parcours du patient. Les durées de séjour sont de plus en plus courtes. Et le parcours des patients ne peut pas se limiter aux 3 jours ou aux 2 jours de la prise en charge à l'hôpital. Et donc tout le sujet de l'amont et donc des consultations et la manière dont les informations qui sont réunies en consultation sont transmises aux équipes de soins qui ont vocation à prendre en charge les patients. Leslie l'a dit, la psychiatrie, qui est une grande cause nationale, fait l'objet d'un certain nombre d'augmentations des exigences dans le référentiel, des exigences qui sont ni plus ni moins que, pour le coup, de la réglementation. Je pense notamment à la question des bonnes pratiques en matière d'isolement et de suivi somatique des patients à l'admission, qu'ils soient hospitalisés avec leur consentement et sans leur consentement. Renforcement des exigences aussi dans un certain nombre de secteurs, aux urgences, sur la checklist dans les secteurs interventionnels. Et puis on a ajouté, et ça aussi Leslie le disait sur la maternité, la prise en charge des nouveau-nés dans le référentiel. C'est un critère qui n'existait pas. Il y avait un critère sur l'hémorragie du postpartum qui est étendu à l'ensemble des risques obstétricaux et puis est ajouté un nouveau critère impératif autour de la prise en charge des nouveau-nés. Il y a un point qui échappe aujourd'hui au référentiel, sont les services de néonat et de réanéonat, mais sans doute que le principe d'évolution annuelle du référentiel qui perdure verra dans les années à venir l'intégration de critères spécifiques sur ces secteurs. On a également travaillé sur les syndromes de sur les secteurs de soins critiques et de réanimation, avec des thèmes autour de la surveillance des patients, de la pertinence du transport des patients entre les services de soins critiques et les services d'hospitalisation, et puis la prévention du syndrome post-réa. Alors peut-être que certains d'entre vous ont été visités au titre du 5e cycle en 2021, 2022 et 2023, d'autres en 2024, et ceux de 2024 et 2025 ont eu dans l'équipe d'experts visiteurs un expert visiteur numérique,
c'est-à-dire un expert qui vient une journée pendant la visite pour évaluer l'ensemble des critères orientés numériques dans le référentiel. Ce dispositif, il perdure dans le cadre d'une convention entre la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale du numérique en santé. L'objectif, c'est de pouvoir évaluer, la manière dont l'institution sécurise son système d'information, et Leslie en parlait dans les résultats sur notamment la gestion des accès, mais ça va évidemment bien plus loin que ça, et puis aussi la manière dont les professionnels sont sensibilisés à ce que certains appellent les bonnes pratiques d'hygiène ou d'hygiène numérique, en gros les bons comportements à avoir et pas cliquer sur le lien quand on reçoit le mail disant qu'on a gagné au loto gabonais, camerounais ou que sais-je. Dans ce nouveau référentiel du 6e cycle, il y a 2 critères qui sont ajoutés sur les dispositifs médicaux numériques et sur les outils technologiques qui utilisent ou pas l'intelligence artificielle. Vous le savez, évidemment, l'intelligence artificielle déboule aussi vite dans les hôpitaux et dans les cliniques que dans l'ensemble de la société. Que c'est des opportunités super et que de toute façon ça ne sert à rien de lutter contre parce que ça va continuer à se développer, mais que ça génère un certain nombre de risques, aussi bien pour les dispositifs médicaux numériques qui utilisent l'IA et comment on maintient un contrôle pour s'assurer que tout ça entre dans une démarche qualité, que pour des outils qui ne sont pas des dispositifs médicaux numériques, mais dont on se sert tous au quotidien, que ce soit ChatGPT ou d'autres types de logiciels qui organisent les plannings, etc. Et donc d'encourager les établissements à structurer une démarche qualité, aussi bien sur l'achat et la mise à disposition de ces outils que sur la formation des professionnels et derrière les garde-fous qu'on met pour ne pas se contenter de copier-coller ChatGPT en disant qu'il sait tout et qu'il ne se trompe jamais. On en parlera tout à l'heure autour des soins éco-responsables. Vous le savez, vous le savez pas d'ailleurs, et vous avez raison de ne pas le savoir. La HAS a elle-même un dispositif d'accréditation de son dispositif, c'est-à-dire que nous aussi, tous les 4 ans, on a une visite de certif par un organisme international qui certifie les HAS du monde entier, qu'elles soient publiques ou privées. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, on a, nous aussi, un référentiel qui nous guide pour rédiger notre propre référentiel. Et dans ce référentiel international, eh bien, la question des éco-soins est absolument fondamentale. Et c'est ça qui explique pourquoi on a été plus loin sur ce sujet. Et puis, au-delà de ça, on est aussi convaincu que les questions de développement durable sont aussi un pôle d'attractivité et un sujet d'attractivité pour les plus jeunes générations qui sont particulièrement sensibilisées et notamment dans la gestion des consommables, au-delà du fait qu'évidemment moins on consomme, parfois moins ça coûte cher, que la question de la désescalade médicamenteuse, au-delà du fait qu'elle permet de moins consommer de médicaments, elle est aussi sans doute un avantage pour les patients et que, in fine, une prise en charge éco-responsable ou durable permet sans doute aussi une amélioration de l'état de santé du patient. On a aussi réintroduit dans le référentiel un critère sur les décès qui n'était plus dans l'assertif depuis très nombreuses années, comme si on ne mourait pas à l'hôpital, mais ça arrive encore. Et donc on a ce critère désormais sur la prise en charge des décès. Quelques évolutions de la plateforme Calista, et notamment sur la mise à disposition des documents. Vous savez, dans les mois qui précèdent la visite, on vous demande un certain nombre de documents. Historiquement, c'était 4 mois avant la visite, on l'a porté à 8 mois. Pourquoi ? C'est tout simplement pour mieux définir le périmètre de votre visite, puisqu'il y a un certain nombre de méthodes qui sont mobilisées ou pas mobilisées et qui peuvent impacter le nombre d'experts visiteurs qu'on mobilisera. Et évidemment, plus on s'y prend tôt avec les experts qui sont des professionnels de santé, qui sont vos collègues, et qui, comme vous, ont des agendas hyper chargés sur de longues périodes, eh bien, plus on en trouve de disponibles avec un profil compatible et adapté et pertinent à votre activité. Évidemment, si vous le faites à 8 mois, ça ne vous empêche pas, dans les jours qui précèdent, de réactualiser la politique qualité si elle a été changée dans l'intervalle, l'avancement de votre programme d'amélioration de la qualité s'il y a des actions qui ont été clôturées entre les 8 mois et la visite, et bien entendu. Donc 21 critères impératifs, Leslie vous l'a dit, vous avez cette affiche qui est dispo sur le site internet de la HAS et que vous pouvez utiliser. Il y en a un certain nombre qui sont les mêmes que dans le référentiel précédent, donc je ne vais pas y revenir. Peut-être un petit point sur le respect de l'intimité et de la dignité. On a l'impression que c'est le même. Il y a une petite subtilité qui se cache dans ce critère, puisque c'est désormais dans ce critère que sont intégrés les attendus qui existaient sur l'accessibilité des locaux pour les personnes en situation de handicap. Donc c'était un critère standard
il est désormais impératif et intégré dans cette question de la dignité. Notamment, personnes handicapées qui ne peuvent pas circuler est attentatoire à sa dignité pendant son séjour. Un point aussi, et pour faire le lien avec l'objectif de la journée, sur ce critère relatif à l'expérience et à la satisfaction des patients, comment on la recueille, et au-delà de la recueillir, qu'est-ce qu'on en fait, et comment elle permet d'améliorer la qualité et la sécurité des soins dans l'établissement. Dans le chapitre 2, donc c'est les critères que vous voyez en rouge sur la slide, pas de grosses évolutions, on retrouve l'urgence vitale, alors, il y a un changement de chapitre, mais c'est un détail, on retrouve la checklist, on retrouve les risques obstétricaux, je vous ai parlé du nouveau-né. Pas de changement non plus sur l'isolement pour les patients hospitalisés sans leur consentement, considérant qu'on ne peut pas isoler un patient hospitalisé avec son consentement. Et puis, plusieurs critères sur le médicament qui deviennent impératifs, et notamment celui sur la prescription et sur l'administration des médicaments. Celui sur les médicaments à risque a été modifié pour davantage cibler sur la maîtrise des risques liés à l'utilisation de certains types de médicaments. Et puis sur le chapitre 3, il y a moins de critères impératifs, c'est assez logique, on est moins au cœur de la prise en charge des patients, on est moins à proximité de ce qui peut représenter un risque pour eux. Et donc on retrouve trois sujets, l'analyse des événements indésirables associés aux soins, la question des situations sanitaires exceptionnelles, et puis j'en parlais tout à l'heure, les transferts évitables des personnes âgées vers des services d'urgence. Donc toujours 3 chapitres, 12 objectifs, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un peu moins de critères que dans le référentiel précédent, une grosse quinzaine de moins. Et puis les 3 niveaux d'exigence que vous connaissez, pas de changement pour ce nouveau référentiel. La structuration du référentiel, c'est celle-ci. Donc dans le chapitre 1, tout ce qui concerne le respect du patient et son information, son engagement en tant que patient dans sa prise en charge et son engagement au collectif, au titre de la collectivité et de l'amélioration de la qualité du système de santé, encore une fois, sous des formes très différentes qui vont du partenariat ou de la représentation des usagers à la simple réponse à un questionnaire de satisfaction. Dans le chapitre 2, voilà. Hop, ça, je viens d'y passer. Ah non, mais il y a plein de trucs en fait. Je pensais que le zoom était à la fin. Sur la satisfaction et l'expérience des patients, vous voyez, il y a plusieurs critères. Donc, sur ce 4e objectif du chapitre 1, donc la manière dont l'établissement va aller à la rencontre des patients, aller vers les patients pour recueillir leur expérience et leur satisfaction, ça c'est le critère standard. Et puis le critère impératif, qui est sur l'exploitation des résultats pour pouvoir y travailler. On introduit aussi dans le référentiel la question la place et le rôle du patient partenaire dans la structuration d'un certain nombre de projets pour l'établissement, et notamment la manière dont les patients partenaires, patients experts sont impliqués dans la construction des parcours filières de soins dans l'établissement et même plus globalement sur le territoire, et puis le sujet de la manière dont le patient va pouvoir évaluer le résultat de sa prise en charge, ce qui va me permettre de faire rapidement un petit point définition de ces 2 gros mots que sont PREMS et PROMS. Donc le PREMS avec un E comme expérience, c'est le critère impératif, c'est-à-dire que dès lors que vous recueillez Satis et que vous en faites quelque chose, vous faites du PREMS, même si vous ne le savez pas, et le PROMS, c'est différent, et ça c'est le critère avancé, c'est celui que vous voyez ici, le PROMS avec un O comme outcome, c'est la manière dont vous allez évaluer auprès du patient sa perception du résultat de sa prise en charge. On n'est pas sur des résultats cliniques, on est sur la manière dont le patient perçoit le bénéfice de sa prise en charge, ou au contraire le non-bénéfice de sa prise en charge. Ce sont 2 sujets différents. PREMS, c'est l'impératif, et PROMS, c'est donc l'avancée. Dans le chapitre 2, là aussi, pas de très grosses nouveautés. On retrouve 2 sujets autour de la coordination des équipes et le sujet de la culture de l'analyse de la performance, de la pertinence et du résultat pour le patient. Et puis, vous avez 2 objectifs. Un objectif qui s'applique à tous les établissements et qui est en fait la maîtrise des risques qui sont inhérents à l'ensemble des pratiques professionnelles. Donc on va retrouver la maîtrise du risque infectieux, le médicament, les urgences vitales, l'identitovigilance, et puis celui sur certains risques qui sont spécifiques à certains secteurs d'activité, les urgences, la chirurgie, la psy, etc. Ce qui veut dire que certains établissements
n'auront que 11 objectifs. Je prends l'exemple d'un établissement qui ne ferait que du SSR ou que du SLD, eh bien, considérant que ce ne sont pas des secteurs à risque majeur, ils n'ont pas été considérés comme tels par la HAS, eh bien, il n'y aura pas de critères dans cet objectif sur la sécurité dans les secteurs à risque majeur, et donc il n'y aura que 11 objectifs sur les 12. Du côté du chapitre 3, là aussi, meilleure structuration, ce que disait tout à l'heure Leslie, pour mieux équilibrer le calcul, il y avait 7 objectifs dans le chapitre 3, il n'y en a plus que 4, autour du management par la qualité, de la gestion des ressources professionnelles. Donc là, on va bien sur la formation professionnelle, sur la qualité de vie au travail, sur la santé et la sécurité des professionnels qui sont réunis dans l'ensemble de cet objectif. Un point sur le positionnement territorial, et j'en ai parlé, et puis forme d'objectif d'ouverture vers l'avenir sur la manière dont l'établissement s'adapte ou en tout cas anticipe les évolutions sociales, environnementales, technologiques. Et c'est dans cet objectif qu'on va retrouver la question des éco-soins, mais également la manière dont l'établissement se structure autour de la question de l'intelligence artificielle. Dans le chapitre 3, on retrouve aussi des thèmes relatifs à l'implication des usagers dans le fonctionnement de l'établissement, la manière dont les représentants des usagers ou toute forme d'usagers qui s'impliquent dans le fonctionnement de l'établissement participent à la construction de la politique qualité-sécurité des soins, la manière dont ils sont informés régulièrement des événements associés des événements indésirables associés aux soins, et puis leur implication dans les questionnements éthiques de l'établissement et dans les instances qui peuvent s'en saisir. Donc, vous voyez bien, cette question irrigue l'ensemble du référentiel, enfin la question de l'implication des usagers irrigue l'ensemble du référentiel et ruisselle sur les 3 chapitres. Le processus décisionnel, pas de gros changements. Leslie vous l'a dit, on garde les 4 macarons, donc du vert foncé pour les certifiés haute qualité des soins, au non certifié pour le macaron rouge. La logique est la même. Après la visite, vous recevez un rapport, vous avez la possibilité de faire des observations et la commission de certification s'appuiera sur les résultats chiffrés, sur leur explication dans les synthèses, sur vos observations et prendra la décision de certification. Il y a la toute petite différence, c'est dans la reprogrammation des visites des établissements certifiés sous condition ou non certifiés, puisque c'est la commission qui décidera de la période de reprogrammation entre 6 et 24 mois. Et pour ça, elle va s'appuyer d'abord sur la criticité des écarts qui ont justifié cette décision, sur l'ampleur et sur la capacité de l'établissement à se mobiliser. C'est-à-dire que si la décision est principalement justifiée par la situation de certains locaux et que l'établissement apporte des éléments qui permettent de dire voilà, il y en a encore pour 18 mois de travaux et dans 18 mois on sera dans une situation qui sera beaucoup plus agréable pour l'hébergement des patients, et évidemment on replanifiera la visite après l'échéance des travaux, l'objectif étant pas de mettre tout le monde en difficulté. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà été visités au titre du 6e cycle, puisque les visites ont débuté tout début septembre dernier. Peut-être déjà quelques mots sur ces visites. 56 visites, alors c'est les 56 premières, il ne doit pas y avoir celle de la semaine dernière, mais enfin ça ne change pas grand-chose. Vous le voyez en haut, les petits points violets sont un nuage de points qui répartit les résultats de ces 56 visites. Donc on a des scores qui vont de 99% à 71-72%, pour une moyenne du score global autour de 90%, et ces résultats ils sont comparés sous la même forme d'un nuage de points aux résultats du 5e cycle, c'est les petits points roses. Donc il n'y a pas de différence majeure. Dans les visites tests qu'on avait réalisées au printemps, on avait évoqué une baisse des scores autour de 10 points entre le 5e et le 6e. Pour l'instant, sur un échantillon beaucoup plus large, on ne constate pas. Voilà, l'éclatement est à peu près le même et la moyenne des résultats est tout à fait comparable. Enfin, voilà, c'est 1 ou 2 points, c'est l'épaisseur du trait. En revanche, ce que disait Leslie, le nouveau système d'ouverture et de génération des fiches anomalies crée nécessairement plus de fiches anomalies. En gros, pour faire simple, dès lors que vous n'avez pas 100% sur un critère impératif, il y aura des fiches anomalies puisque un nom justifie l'ouverture. Et sur les 56 visites et
et c'est la même chose pour les visites de la semaine dernière et pour celles qui sont encore en cours cette semaine, sur toutes les visites, il y a des fiches anomalies. Donc c'est logique et ça rejoint le renforcement des exigences qu'on a voulu sur les critères impératifs qui sont pour la grande majorité d'entre eux les mêmes que dans le 5e cycle. Ça permet d'être plus lisible aussi bien pour les experts visiteurs qui savent quand elles se créent, mais également pour l'établissement qui peut anticiper pendant la visite l'ouverture de ces fiches anomalies dès lors que voilà, il y a un écart qui est constaté par les experts à l'occasion de leurs évaluations. Cette hausse mécanique du nombre d'anomalies, elle ne veut pas dire que les niveaux de certification vont baisser. D'accord ? Considérant que tous les établissements, pour le moment, ont des anomalies, tous les établissements ne vont pas être certifiés sous condition. Et il y a des établissements qui auront des fiches anomalies et qui seront certifiés avec mention, puisque ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est une anomalie systémique ou ponctuelle? Est-ce qu'il y a un dispositif de maîtrise qui permet à l'établissement de limiter les impacts de ce dysfonctionnement? Et est-ce qu'il y a une réaction, un plan A, un plan B, etc. Donc c'est tout ça que les experts visiteurs vont continuer à regarder et ça, voilà, cette augmentation du nombre d'anomalies ne veut pas dire baisse des niveaux de certification. Sans doute qu'on verra dans les premiers résultats qui seront rendus sur le 6e cycle au mois de janvier, on verra sans doute une forme de stabilité des répartitions et du camembert que vous présentez tout à l'heure, Leslie. Ces premières visites, elles nous ont d'ores et déjà permis de faire quelques ajustements du référentiel. Il y a 2 critères impératifs, celui sur les prescriptions médicamenteuses et sur l'administration, qui ont été modifiés. Vous le savez, ces 2 critères, ils emportaient 2 éléments d'évaluation qui parlaient de l'autogestion par le patient de son traitement habituel, en dehors du programme PAM, c'est-à-dire le programme d'auto-administration des médicaments par le patient. Bon, ça partait d'une bonne intention, manifestement on n'a pas été compris et c'est parce qu'on n'a pas été clair. Ça a généré beaucoup d'inquiétudes de la part des établissements, des experts visiteurs avec aussi une forme d'incompréhension dans l'intention qu'il y avait autour de ces 2 éléments d'évaluation. Et pour ne pas s'obstiner, on les a retirés du référentiel, donc ces 2 critères qui s'appelaient hors PAM dans la version qui avait été publiée à l'hiver, là, n'existe plus dans le référentiel et on trouvera le moyen de maintenir l'intention qui restait, dont on est convaincu qu'elle reste bonne, sous une forme plus lisible et plus compréhensible par nos experts visiteurs et par les établissements. L'autre sujet qui est amené à faire une évolution, je le disais, je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, il y avait un élément d'évaluation, 2 éléments d'évaluation d'ailleurs, qui parlaient d'une cartographie réalisée sur les dispositifs médicaux numériques qui sont utilisés au sein de l'établissement. On a reculé un tout petit peu sur l'exigence. Le but, ce n'est pas d'avoir finalisé la cartographie, c'est-à-dire le recensement de l'ensemble des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans l'établissement, mais d'avoir initié cette cartographie. Donc si elle n'est pas finie, ce n'est pas grave, mais au moins qu'elle soit initiée et que l'établissement puisse dire on a repéré ou pas repéré des professionnels qui utilisent des dispositifs médicaux numériques ou des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour le référentiel. Sans doute que si aujourd'hui l'attendu est qu'elle soit initiée, dans le référentiel de 2027, on attendra qu'elle soit finalisée. Et puis, il y avait un point également qui était une forme de peut-être une coquille, ou je ne sais pas comment ça a fini ici, mais il était demandé à ce que dans la lettre de liaison, soit précisées les doses reçues en cas d'acte utilisant des rayonnements ionisants d'imagerie ou de radiothérapie. Donc là, les établissements nous ont dit mais il faut faire évoluer les logiciels pour que ça soit dans la lettre de liaison. Donc on est revenu un peu sur le sujet, et donc la traçabilité des doses reçues, elle n'est plus attendue dans la lettre de liaison, mais simplement dans le compte-rendu d'examen, et que ce compte-rendu d'examen soit déposé dans mon espace santé. Il y a plein d'outils qui sont dispo sur le site internet. Vous avez la page internet de la HAS, donc sur le 6e cycle de certification. Alors, essayez pas de scanner le QR code, je pense que depuis hier ce après-midi, il est plus bon. Mais la page, elle, existe toujours. Sur cette page, vous allez retrouver donc, le référentiel qui a été remis à jour donc, hier matin avec les quelques évolutions que je vous présentais à l'instant
sur les rayonnements ionisants, les cartographies et le programme dit ORPAM. Vous avez toutes les affiches que vous voyez sur les slides, que ce soit celles sur les 12 objectifs, sur les critères impératifs, c'est dispo aussi sur la page. Vous avez une quinzaine de fiches pédagogiques qui ont été actualisées sur les attendus du référentiel. Là encore, l'objectif, c'est d'avoir une vision peut-être un peu moins froide de cet enchaînement de critères et d'éléments d'évaluation et de rendre plus concret dans certaines prises en charge ou pour certains sujets ce qui est attendu par les experts visiteurs. Donc vous en avez sur la prise en charge des enfants, il y en a sur la maternité, il y en a sur le bloc, il y en a sur la gestion des ressources professionnelles, ce qu'on entend par le positionnement territorial, etc., etc. Dans les prochaines à venir, il y en aura sur l'HAD. On travaille avec la fédération de l'HAD pour pouvoir publier cette fiche. On aura sur les soins palliatifs également et sur la fin de vie, sur la douleur. Enfin, voilà, on a encore quelques idées de fiches pédagogiques pour que, et puis elles sont évidemment nourries du retour d'expérience des établissements et des experts visiteurs. Et ben voilà, il y a même toute la liste, vous les retrouvez toutes sur donc, le site internet. Et notamment celle sur l'engagement des patients. Elle a été rédigée avec le service d'engagement des usagers, qui est aujourd'hui dirigé par Joël André-Vert, qui interviendra cet après-midi, donc cohérence des actions de la HAS, et qui permet de redonner des définitions, de rappeler les critères du référentiel qui sont en lien avec l'engagement des patients, et puis là encore, donner un peu de corps et d'explication à l'ensemble de ces notions qui peuvent parfois partir un peu dans tous les sens, patient expert, partenaire, et père aidant, enfin voilà, et tout ça essaye de... Enfin, cette fiche a vocation à clarifier tout ce qui est attendu par les experts et qui sera déroulé tout au long de la journée. Et ça, c'est le plan, mais on va y revenir pas mal dans la journée. Ces informations, vous les retrouvez aussi dans un guide qui reprend quelques expériences de professionnels qui ont travaillé autour de référentiels de certification et notamment autour des critères impératifs et de voir comment ces critères, le sens donné par ces critères a pu à un moment donné amener à améliorer les pratiques et les organisations et éviter certains événements indésirables. Vous les voyez ici dans le détail. Un point qui peut vous être utile, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous sur le fait que vous mobilisez dans la méthode du patient traceur que vous réalisez en auto-évaluation ou en tout cas en démarche continue d'amélioration, le patient traceur, vous avez des infographies qui sont disponibles bien pour aussi expliquer ce qu'est la méthode. Alors je ne doute pas que certains d'entre vous la connaissent par cœur, mais certains impliquent des représentants des usagers ou des patients partenaires dans la réalisation des méthodes en interne. Ces flyers, ils permettent aussi de leur expliquer comment tout ça fonctionne. Ça, c'est le livret et les affiches sur les critères impératifs. Je vous en ai parlé déjà. Et puis, vous aurez dans quelques jours, semaines, ces affiches, flyers, autocollants, chacun l'imprimera ou le fera produire sous le format qui lui convient, puisque dans le référentiel, il y a désormais un des éléments d'évaluation qui porte sur la communication de la décision de certification, puisqu'il est précisé qu'il est attendu que le macaron de certification soit publié aux accueils de l'établissement, et sur le site internet de l'établissement. Donc on va mettre à disposition dans les jours qui viennent un kit de communication pour pouvoir que vous téléchargiez ces affiches si vous avez envie de les communiquer aux patients, de les afficher aux accueils. Voilà, on va juste essayer de changer les affiches pour que tout le monde ne se touche pas ses mains sales ou qu'on ne mette pas des manches longues et la blouse ouverte dans le couloir. Donc les images vont changer. Je pense que Joël André-Vert, qui interviendra cet après-midi, en reparlera, donc je ne vais pas m'étendre sur ce guide à HAS qui existe, qui est dispo sur le site internet, qui est un guide qui porte sur l'expérience patient et la manière dont on peut mobiliser le savoir expérientiel des patients dans les démarches qualité et gestion des risques. Là aussi, l'objectif, c'est de clarifier un certain nombre de notions en lien avec la fiche pédagogique que j'évoquais à l'instant, de prendre en compte, d'encourager
les patients à s'exprimer, mais également de prendre en compte cette expression des patients pour pouvoir mettre en place des démarches qui soient nourries de l'expérience et de la satisfaction des patients. Évidemment, ce guide, on s'en sert dans l'assertif pour la partie sanitaire, mais bon nombre d'entre vous sont des établissements sanitaires et médico-sociaux, et que ce qui est fait d'un côté peut tout à fait être fait de l'autre côté. Et tout ça est évidemment valorisé lors des évaluations externes qui sont réalisées par nos collègues. Alors peut-être que tout ce que je vous raconte là, vous l'avez peut-être déjà vu lundi dernier dans un webinaire qui a été donc organisé par la HAS. Ce webinaire, eh bien, il sera disponible aujourd'hui, demain ou en début de semaine prochaine en replay si vous voulez nous revoir ou si vraiment tout ça nécessite d'être encore revu, vous le voyez. Et au-delà du webinaire, qui était un webinaire de questions-réponses, aux établissements. Évidemment, 1h30, ça ne suffirait pas pour répondre à toutes les questions des 2500 établissements qui s'engagent dans ce nouveau cycle de certification. Donc, on n'a évidemment pas pu répondre à tout le monde, mais des questions, elles vont être prises et elles seront publiées en principe fin octobre, début novembre dans une foire aux questions et qui permettra d'aller un peu plus loin que l'heure et demie qui nous a été donnée pour pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tout ça génère des questions et si c'est le cas, je suis évidemment tout à fait disposé à y répondre et je le ferai avec grand plaisir. Aucune question? Ah, là-bas, si, quand même. Bonjour à toutes et à tous. Juste, pardon, c'est pas une question, une remarque. Claire Merchy, moi je suis responsable service socle numérique à l'Agence régionale de santé, au département e-santé, et comme je vois qu'il y avait des sujets sur le numérique, je voulais juste vous indiquer qu'on était là, qu'on travaille avec le groupement régional d'appui au développement de la e-santé sur justement des sujets autour du Ségur numérique, de l'authentification des professionnels, l'identification des patients, et également sur le déploiement de Mon Espace Santé, qui est un outil qui vous permet d'échanger aussi avec vos patients et les autres professionnels. Donc on a un stand là tout de suite, et je remercie les collègues de la direction de la santé publique pour nous avoir permis d'avoir ce stand. N'hésitez pas à venir nous voir. On travaille avec vos collègues de la direction des systèmes d'information dans les établissements hospitaliers, mais c'est une démarche qui se veut pluriprofessionnelle. Donc on espère pouvoir vous rencontrer et pouvoir échanger avec vous dans les prochains mois. D'ailleurs, on a mis en place tout un accompagnement dédié aux directions qualité des établissements sanitaires sur l'année 2026. Donc à très bientôt, j'espère, et merci pour m'avoir permis de prendre la parole. Bonjour, moi je suis Isabelle Romé, gestionnaire de risque au centre hospitalier La Chartreuse. Et plus une question, j'aurais une suggestion à faire. Et je pense que je vais parler au nom de mes collègues qui sont très concernés par le problème. Juste petite observation, le manuel de certification est mis à jour régulièrement, très bien, pas de problème. Au contraire, nous, ça nous montre une dynamique et en plus quelques corrections qui nous, plusieurs fois, on a fait ouf, je ne vous le cache pas. Par contre, ça serait bien d'améliorer un tout petit peu la gestion documentaire et de nous mettre une date, un repère qu'on puisse savoir c'est quelle version, parce qu'à chaque fois c'est 2025 qui est écrit, on en est au 3e si je ne me trompe pas, 4e, je ne sais plus. Peut-être même le 5e depuis. Voilà, donc preuve qu'il y en a qui sont passés à côté. Et nous, on transmet dans nos établissements, on en parle, et à chaque ah bah merde, pardon, excusez-moi pour... il a changé, on en est où, c'est lequel, on ne sait plus. Donc un repère visuel sur la première page, un mois, quelque chose qu'on puisse améliorer notre gestion documentaire, ça serait pas mal. C'est noté. Sinon, très bien pour la présentation, et merci.
Ah, Y, abusez pas quand même. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elhaj Thiam, responsable qualité à la clinique Le Gouze à Louhans. Moi j'avais juste une question concernant les DNM. Est-ce que les dispositifs qui permettent de mesurer les constantes des patients, par exemple les éthylomètres, l'ECG, est-ce qu'ils en font partie ou pas? En fait, la difficulté aujourd'hui qu'on a sur les dispositifs médicaux qui utilisent ou pas l'IA, c'est qu'il n'y a pas de liste officielle. C'est-à-dire que vous avez une réglementation européenne qui donne une définition, mais qui ne liste pas l'ensemble des comment dire, il n'y a pas de liste en disant ça s'en est, ça s'en est pas. Donc c'est un peu la difficulté, et au-delà du fait que ça va beaucoup plus vite que la capacité de l'Union européenne et de la France, surtout en ce moment, à produire du droit, je ne suis pas sûr qu'un jour on aura une liste précise. C'est tout l'intérêt de la cartographie que j'évoquais, c'est-à-dire que l'idée c'est comment est-ce que les équipes de l'établissement, alors sans doute avec les services juridiques, peut-être sur les achats ou le biomédical, peut travailler à faire sa liste de ça c'est un dispositif médical, numérique, on utilise l'IA, on n'utilise pas, sur la base des définitions. Voilà. Et c'est tout l'intérêt de cette cartographie, parce qu'il n'y a pas de cartographie nationale ou communautaire. Donc je ne peux pas répondre précisément à votre question, connaissant pas l'outil en particulier. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Catherine Grosjean, je viens de l'HBFC à Saint-Rémy, hôpital psychiatrique. Et j'ai une question, je travaille à la cellule qualité en tant que chargée de mission. Donc nous sommes toute l'équipe, enfin une partie de l'équipe présente ici. Justement, par rapport à la certification, nous sommes déjà en train de travailler dans l'objectif d'une certification, on va dire d'ici juin 2026, donc d'ici 8 mois. On est dans les starting blocks, on nous attend aussi dans les services, on nous attend pour vulgariser, et le mot est juste pas péjoratif, mais tout le jargon qualité et du manuel que nous simplifions. Nous faisons des fiches mémo simplifiées qui posent les questions directes, qui peuvent aider les professionnels à comprendre les critères. Là, moi, je suis interpellée parce que j'interviens en tant que, on va dire, support pour la RSMQ-PECM, donc la responsable du management du médicament de l'établissement. Il y a 4 critères sur le médicament, donc il y a un énorme, on va dire, travail de fond à faire, remaniement. Et on doit toucher d'un côté les médecins, enfin toutes les équipes médicales pour les 2 critères de prescription, plus tous les professionnels sur la prévention, gestion des risques des erreurs médicamenteuses, et puis sur les bonnes pratiques d'administration. Donc là, on vient déjà de commencer nos travaux, puisque 8 mois, c'est très court, et qu'il va falloir aller sur le terrain, sensibiliser les gens. Vous avez évoqué le fait de retirer 2 critères sur l'autogestion. Moi, j'ai déjà commencé avec notre nouveau logiciel qu'on appréhende seulement, qui est AGVAL. Enfin, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais on appréhende, mais parce qu'ils nous mettent des outils référentiels à disposition. Et pour avoir consulté le traceur ciblé du médicament, effectivement, il y avait beaucoup de questions. Il y avait 4 volets dans le traceur ciblé médicament, dont un des 4 volets où il y avait au moins 4 questions sur l'autogestion. De l'expérience que nous avons dans l'établissement de la qualité, et moi c'est ma 3e certif, dont 2e sur le versant qualité, en fait je me dis, moi je trouvais que finalement le traceur ciblé médicament me semblait presque allégé, enfin je sais pas, dans ce qu'on a comme rendu support traceur ciblé, ça me semblait compliqué. On n'abordait pas justement tout le fondement des pratiques, des bonnes pratiques, des choses comme ça. Donc on est obligé de refaire un petit peu des outils personnalisés. Et effectivement, je me dis, ça change, comme dit madame devant moi. C'est très dynamique, c'est bien, mais effectivement, nous, les outils, on ne peut pas non plus les produire au dernier moment. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc je voulais savoir si vous aussi, tous ces outils d'aide que nous avons eu pour les précédentes certifs sur Calista, c'est-à-dire tous les, vous savez, les questionnaires traceurs ciblés, méthodes, quoi, les questionnaires méthodes, qu'on retravaille pour les vulgariser aussi, parce que les questions ne sont pas faciles pour les professionnels. Donc du coup, je voulais savoir si vous allez si tout va être à chaque fois réactualisé de votre côté sur les outils méthodes aussi, c'est-à-dire tous ces questionnaires types
qui peuvent nous aider, nous, à porter le travail sur le terrain. Parce que là, vous voyez, moi, je vois que sur ce terrain-là, sur le traceur ciblé, je dois tout retravailler. Dans chacune Merci. des fiches pédagogiques, vous avez à la fin une liste de questions. Alors, ce n'est pas les questions que les experts visiteurs vont vous poser nécessairement, et ça ne sert à rien de les apprendre par cœur ou d'apprendre les réponses par cœur, mais ce sont des exemples de questions que peuvent vous poser les experts visiteurs, et elles sont effectivement actualisées aux attendus du nouveau référentiel. Peut-être un point sur le médicament, mais même plus globalement sur les critères impératifs. Il n'y a pas énormément de changements, mine de rien, et surtout, ce sont des critères qui s'appuient sur des réglementations qui sont, pour le coup, certaines très anciennes. Les critères sur le circuit du médicament, ils ne vont pas au-delà de l'arrêté d'avril 2011. Et c'est la même chose, je vous disais tout à l'heure, sur les critères relatifs à la psy, ce sont des lois qui sont, pour le coup, c'est réglementaire, hein, enfin même législatif, et c'est relativement ancien. Donc, c'est le sens des critères impératifs, c'est pas d'aller, c'est-à-dire, c'est pas des lubies de la HAS, comme on peut parfois en avoir, et elles sont comme ça. Donc, le but de nos outils, c'est justement qu'elles soient bien actualisées, et surtout, que nos critères soient en lien, surtout les impératifs, avec des choses qui sont des réglementations pour la plupart anciennes. Je vous remercie pour votre réponse. C'est juste que parce que les professionnels sont souvent inquiets, vous savez comme moi, que être soignant en service en ce moment, c'est aussi pas toujours facile. Et nous, on est à l'interaction entre les exigences qui viennent de l'HAS, le message qu'on doit passer, comment on doit le passer, et puis d'avoir en face de nous des professionnels qui peuvent prendre des temps aussi, pour des temps de présence. On va dire c'est de plus en plus difficile aussi de pouvoir les toucher en direct. Voilà. Et c'est juste ça, quoi. On essaie de rassurer, en fait. On va beaucoup sur le terrain pour rassurer les équipes qui font de la qualité tous les jours, mais sans forcément s'en rendre compte. Absolument. Voilà. Merci. Il y a une question là. Bonjour, moi je voulais poser une question sur la téléréadaptation, qui fait partie des exigences numériques et qui se développe. Il y a des outils qui existent pour le télésoin, des outils régionaux, normés, financés par la plateforme du GRADE ou de l'ARS. Ça existe pour la télé-expertise, ça existe dans plein de domaines, mais il y a un trou dans la raquette sur la téléréadaptation. Il n'y a aucun outil commun qui existe pour pouvoir mettre en œuvre de manière sécurisée et en respectant tous les critères qualité d'un dossier patient. Donc on s'est porté volontaire auprès de l'ARS, nous sommes le SMR Marguerite Boussicot, donc établissement SMR. Et la réponse qu'on nous a apportée, c'est oui, allez-y, mais financez-le. Tant qu'il n'y a pas de directive de l'HAS, ou en tout cas de la DGOS, pour pouvoir financer un projet de ce type, voilà, on ne peut pas, nous, ARS ou GRADE, porter ce type de projet. Donc je voulais savoir s'il y avait des évolutions au niveau des politiques nationales pour mettre fin en fait à ce trou dans la raquette sur les outils numériques. Alors sur les questions du financement, puisque la HAS ne finance pas, Joker. Et la directive, si elle emporte du financement, elle ne viendra pas de la HAS, mais sans doute de la DGOS. Donc nous, on peut faire après des recos sur le sujet, mais ces recos, elles peuvent pas être déconnectées de la question du financement qui dépend de la DGOS et derrière des ARS. Donc. On compte sur vous pour porter la voix. C'est entendu. Pas d'autres questions? Ah, monsieur, oui. Si, besoin du micro. Oui, bonjour. J'avais une petite question sur le parcours traceur. Donc, par rapport à la première intervention, est-ce que ça signifie que les patients devront toujours être en cours d'hospitalisation, de prise en charge, puisqu'on vous avez parlé d'interrogation des patients? Voilà, c'était ma question. Le parcours, il se fait toujours sur la base d'un dossier fil rouge d'un patient sorti.
ce qui n'empêche pas l'expert visiteur de faire un pas de côté quand le dossier fil rouge sur lequel il travaille avec l'équipe ne correspond pas aux questions de sa grille. En gros, si c'est un patient de 50 ans et que l'expert il a dans sa grille une question sur les enfants, il demandera « et donc quand c'est un enfant, vous faites comment ?» et pourra se faire présenter un autre dossier. Mais les patients qu'on va rencontrer pendant le parcours sont des patients pour lesquels on n'a pas besoin de voir le dossier. Les questions ne sont pas du tout des questions cliniques ou des questions de prise en charge. Donc on n'a pas besoin de voir le patient du dossier fil rouge et on n'a pas besoin de voir le dossier des patients avec qui on va échanger 5-10 minutes sur quelques éléments de leur hébergement et qui ne nécessitent absolument pas d'avoir accès à la clinique. Ce qui veut donc dire que les patients qui sont rencontrés dans le cadre du parcours, les experts visiteurs qui sont en charge des parcours ne sont pas forcément des médecins puisqu'on n'accède pas à leur dossier. D'accord, merci. Il y a une question derrière. Bonjour Claire Killy, je suis responsable qualité de la clinique Bénin Joly. Je me pose la question sur le secteur interventionnel. On a eu un comité de bloc il n'y a pas longtemps, on a échangé beaucoup sur les nouveaux attendus, et notamment sur la présence des médecins anesthésistes en salle pour la pédiatrie. Sur les recommandations de la SFAR, il y a une différence entre les âges. Par contre, dans la fiche pédagogique, c'est noté qu'il y a présence d'un MAR obligatoire en salle pédia. Dans le manuel en lui-même, ce n'est pas précisé. Et du coup, ça a fait vraiment un vent assez important auprès des médecins anesthésistes. Alors, je ne connais pas suffisamment la reco de la SFAR en question. Et du coup, c'est quoi le débat ? Le débat, en fait, c'est sur l'activité pédia pour les enfants de moins d'1 an. Les recommandations, c'est bien présence d'un MAR en salle systématiquement. De 1 à 3 ans, c'est selon les protocoles d'établissement, sur les moments avec difficulté, donc intubation, extubation, et pendant la prise en charge aussi au cours. Ouais. Et au-dessus de 10 ans, je crois que c'est comme une prise en charge adulte. D'accord. Et du coup, ça différencie par rapport à la fiche pédagogique et le manuel en lui-même. D'accord. Ok, on va regarder. Je ne sais pas si vous avez fait remonter cette problématique ou pas du tout, mais en tout cas, nous, c'est pour ça que je peux pas comme ça a fait grand vent en comité de bloc quand j'ai présenté la nouvelle fiche pédagogique sur le secteur interventionnel, et c'est bien précisé, un MAR en salle pédiatrique. D'accord. Ok. Alors que la reco de la SFAR dit au-dessus de 10 ans, ça peut être une IAD. C'est ça. Ok, on va regarder. Okay. Merci. Non, pas en tête. Merci. On va passer à l'intervention suivante. Merci beaucoup, Leslie, Loïc, pour votre intervention. On peut les applaudir, s'il vous plaît.